Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va essayer de continuer cette partie-là sur la relation de Maxwell-Faraday. Donc on va commencer par la forme intégrale. Alors nous avons vu que si donc je varie un flux au niveau d'un circuit C, nous avons vu qu'il va y avoir une création d'une force électromotrice. Ça veut dire qu'il va y avoir une force électromotrice qui va circuler dans ce circuit-là. D'accord? Alors, puisqu'il y a une force électromotrice dans ce circuit-là, ça veut dire que derrière, il y a un champ ça veut dire qu'il est derrière cette différence de potentiel. D'accord? Alors, vous savez très bien que la différence de potentiel est égale à l'intégrale de E d de L. Alors, c'est-à-dire que cette force électromotrice-là, donc on va la lier à un champ, c'est-à-dire qu'il y a un champ E, d'accord, qui a donné naissance à cette force électromotrice. Et on va essayer de voir donc ce champ-là. Donc on va intégrer donc sur le circuit C, d'accord. Alors bien sûr ça c'est des notions que vous avez déjà vues en électrostatique. Alors on dit que qu'on a une différence de potentiel, donc elle est liée à un champ électrique, d'accord. Alors or maintenant on va essayer de voir ce que nous avons vu pour la loi de Faraday. On sait très bien que cette force électromotrice est égale à moins d de phi sur d de t, d'accord. Alors ce flux là à quoi est égal? Donc est égal à la double intégrale de b d de s, d'accord. Donc est égal, donc je remplace le flux par double intégrale de b d de s, donc est égal à moins d sur d de t de le flux, c'est double intégrale de b d de s, d'accord. Alors je vais introduire cette dérivée donc du temps à l'intérieur de l'intégrale, donc ça va être égal à quoi? Donc ça va être égal donc à moins l'intégrale de d rond de b sur d rond t d de s, d'accord. Donc ça c'est la force électromotrice. Bien sûr on intègre toujours sur une surface sigma qui s'appuie sur C, d'accord. Donc cette surface là elle s'appuie sur C, et le d de s bien sûr comment elle est définie? Elle est définie par la règle du tire-bouchon sur le sens de C. Alors ça va nous donner quoi? Donc ça d'une part à partir de la loi de Faraday, donc on trouve l'expression de E. Et puisqu'il y a un champ électrique, on a fait le lien entre la différence de potentiel et le champ. Alors c'est-à-dire que maintenant l'intégrale de quoi? De E d de L est égale à quoi? Est égale à moins, donc double intégrale de d rond de b sur d rond de t d de s. D'accord? Sur sigma, bien sûr, sigma c'est la surface qui s'appuie sur le contour C. Donc alors ça c'est l'expression de la forme intégrale de Maxwell-Faraday. D'accord? Alors on va exprimer maintenant la forme locale. On va passer à la forme locale. Donc on a vu maintenant la forme intégrale. D'accord? On va passer à la forme locale de cette équation-là de Maxwell-Faraday. D'accord? Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la formule de Stokes. Alors si vous vous rappelez très bien, donc la formule de Stokes, donc il permet de faire donc le lien entre l'intégrale, donc la circulation sur un circuit fermé. Donc si je prends un circuit, n'importe quel circuit C fermé, d'accord. Alors vous revenez sur les rappels, vous allez trouver ça. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les rappels? Que la circulation d'un champ de vecteurs en général A d de L sur le contour C, d'accord. Alors ça est égal à quoi? Est égal au flux du rotationnel de A, d'accord, au flux du rotationnel de A, d'accord, scalaire d de S, d'accord. Bien sûr ici le flux à travers une surface sigma. Bien sûr cette sigma là, il y a un lien avec C qui s'appuie. C'est pas n'importe quelle surface, c'est une surface qui s'appuie sur le contour C, d'accord. Alors on va appliquer ça
Donc, vous voyez ici que nous avons trouvé donc l'expression de la forme intégrale. Donc ici, c'est la circulation du champ E sur un contour C qui est fermé. D'accord? Alors c'est pareil. Donc on va remplacer ici A par E. Alors ça veut dire quoi? Ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner donc la formule de Stokes. Donc je vais l'appliquer sur la circulation de E d de L. Quoi est égal sur le contour C fermé. Donc est égal à double intégrale sur une surface sigma qui s'appuie sur C de rotationnel de E d de S. D'accord? Donc bien sûr, sigma, c'est une surface qui s'appuie sur C. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'intégrale de E d de L par moins double intégrale de B d de S. D'accord? Et bien sûr, quand je vais le remplacer, on a trouvé que cette circulation-là est égale à quoi? Donc, la forme intégrale, E d de L est égale à moins double intégrale de d rond de B sur d rond de T, d de S. D'accord? Alors, je vais remplacer ça. Ça veut dire que double intégrale sur sigma, bien sûr ici sigma, bien sûr il s'appuie sur le contour C, c'est la même surface sigma, et bien sûr c'est n'importe quelle surface qui s'appuie sur C. Donc ici rotationnel de E, d de S, d'accord, est égal moins d de B, donc sur d de T, d de S, d'accord. Alors bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc passer donc de ce côté-là et faire la somme. Ça veut dire que double intégrale de rotationnel de E d de S plus, d'accord, double intégrale de d de B sur d de T d de S égale à 0, d'accord. C'est-à-dire quoi? Donc je vais entrer tout dans l'intégrale, donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir donc double intégrale sur sigma, bien sûr sigma c'est la surface qui s'appuie sur C, de quoi? Du rotationnel de E plus des ronds de B sur des ronds de T. Alors je factorise, donc et scalaire d de S. Donc ça égale à 0. D'accord? Alors ici, bien sûr, quel que soit sigma qui s'appuie sur le contour C. Donc on va déduire automatiquement que ça est égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le rotationnel de E, maintenant, rotationnel de E, est égal à moins d de B sur d de T. D'accord? Et ça, c'est la forme locale de Maxwell-Faraday. D'accord? Donc, on va voir par la suite les équations de Maxwell, donc l'introduction du nom de Maxwell dans l'équation. Alors, bien sûr, cette équation, elle traduit quoi? Que toute variation temporelle de B, donc toute variation de B, est associée à un champ électrique. D'accord? Elle est associée à un champ électrique, ça veut dire que le fait de varier un champ magnétique B, ça vous crée un champ électrique. D'accord? Et bien sûr, on va voir que c'est le champ électromoteur qu'on va calculer par la suite. Alors, on va passer maintenant au potentiel électromagnétique. D'accord? Alors, si vous vous rappelez très bien, donc la dernière fois en électrostatique, donc vous avez associé donc le potentiel scalaire avec la relation, donc E est égal à moins gradient de V. Donc ça, c'est, vous savez très bien cette relation-là. Et ça vient de quoi cette relation? Ça vient du fait que on sait très bien qu'en régime stationnaire, qu'est-ce qu'on a? On a que rotationnel de E égale au vecteur nu. D'accord? Ça, c'est une relation qu'on a en régime stationnaire. Alors, bien sûr, les relations fondamentales que nous avons vues, je les rappelle. On sait très bien que le rotationnel du gradient d'une fonction scalaire quelconque, toujours égal vecteur nu. D'accord? Quelle que soit la fonction scalaire f. D'accord? Ça, on l'a déjà vu, je les rappelle. Donc, c'est-à-dire que
il existe un scalaire f tel que le E est égal à gradient de... c'est-à-dire qu'il dérive du gradient. C'est pour cela qu'on a E est égal à moins gradient de V. D'accord? Et bien sûr, c'est à partir du fait que le rotationnel de E égale à 0. D'accord? Alors, mais vous voyez ici, on vient de voir ça en régime variable. C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas nul. Ça veut dire que cette relation-là, elle ne reste plus valable en régime variable. D'accord? Donc en régime variable, donc c'est pas la même chose. Donc c'est en régime variable, on sait très bien qu'on a quoi? Qu'on a le rotationnel de E, c'est ce qu'on vient de montrer tout à l'heure, est égal à moins d de B sur d de T. D'accord? Et ça, c'est différent de 0 en régime variable. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de variation de B, bien sûr, ça va être 0. Mais quand B il varie, ça, c'est pas égal à 0. D'accord? Alors, ici, on rappelle que ce que nous avons vu déjà en régime stationnaire, alors que E est égal à moins gradient de V, et le B est égal au rotationnel de A. Alors, B est égal au rotationnel de A, ça vient du fait de quoi? Que la div de B, divergence de B, égale à 0. Et on sait que, alors on sait que quel que soit donc le vecteur, un vecteur U, donc la divergence du rotationnel d'un vecteur U, toujours égale à 0, quel que soit U. D'accord? À ce moment-là, puisque la divergence de B égale à 0, ça veut dire qu'il existe un champ de vecteurs qu'on a appelé A, tel que le rotationnel de A est égal à B. D'accord? Alors, puisque cette relation elle est valable en régime variable, c'est-à-dire que le potentiel vecteur il est aussi valable en régime variable. D'accord? Ce qui va varier, c'est le potentiel associé, le champ électrique. D'accord? Alors, on va essayer de le calculer, de le retrouver. On va essayer donc de faire le même principe à partir de rotation c'est-à-dire rotation du gradient est égal au vecteur nul, quelle que soit la fonction scalaire f. Alors, qu'est-ce qu'on a donc comme point de départ? C'est le rotationnel de E. À quoi est égal? Donc, on a le rotationnel de E. En régime variable, bien sûr, c'est moins d de B sur d de T. D'accord? Alors, puisque B est égal au rotationnel de A, d'accord? Ça veut dire que ça reste valable, on a dit, en régime variable pour le B. Alors, c'est-à-dire que est égal à moins des rangs du rotationnel de A sur dt. D'accord? Alors, et ça est égal, donc est égal à moins rotationnel. Donc, ça est égal à moins rotationnel de d rond de A sur d rond de T. Ça veut dire j'introduis donc la dérivée donc à l'intérieur du rotationnel. D'où, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la somme des deux égale à 0, c'est-à-dire que le rotationnel de quoi? De E plus d rond de A sur dt égale à 0. D'accord? Bien sûr, 0, vecteur nul. Alors, puisqu'on a ça est égal à 0, donc ça veut dire qu'il existe une fonction f, d'accord, telle que ça est égal au gradient, c'est-à-dire qu'il dérive du gradient. Ça veut dire la même démarche que nous avons fait en régime stationnaire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que E plus d rond de A sur d rond de T, donc ça va être égal à quoi? À moins gradient de V. C'est ça la définition maintenant du potentiel V associé le champ. D'accord? Alors, la redéfinition maintenant des potentiels, ça va être quoi? Donc, E, ça va être quoi? Moins gradient de V, moins d rond de A sur d rond de T. Donc, il y a cette introduction de ce champ-là. On va voir par la suite le champ électromoteur. Et bien sûr, le B, c'est toujours la même chose. B est égal à rotationnel de A. Pourquoi? Parce que on a donc la div de B, elle est valable, on l'a dit, en régime variable. D'accord?
Et ça, c'est la redéfinition des potentiels associés le champ électromagnétique E et B. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de voir donc la force électromotrice induite dans le cas d'un circuit mobile. D'accord? On va essayer de trouver, car on a calculé la force électromotrice pour le cas du circuit fixe, c'est-à-dire pour le cas d'induction de Neumann. Mais ici, on va essayer de voir le cas général. Déjà, on va commencer par l'expression générale de la force électromotrice pour trouver le cas du circuit mobile. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien sûr, on va considérer donc notre circuit C, qui est un circuit filiforme fermé mobile et plongé dans un champ B, bon, stationnaire ou bien variable, car on est dans un cas qui est général. D'accord? Alors, pour déterminer la force électromotrice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire analogie avec le cas du circuit fixe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier la force électromotrice induite à la force qui s'exerce sur les porteurs, ou là c'est un porteur de charge. D'accord? Alors, vous vous rappelez très bien de l'expression que nous avons vue pour la force électromotrice. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour la force électromotrice? C'est égal à l'intégrale de E d de L. Donc, E est égal à l'intégrale de E d de L. Bien sûr, sur le circuit C. D'accord? Alors, vous vous rappelez très bien que la force électrique est égale à Q fois E. D'accord? C'est-à-dire que le champ E est égal à F sur Q. D'accord? Donc, ça veut dire, dans notre cas, donc il y a une force électrique qui a, bien sûr, qui est liée le champ électrique. D'accord? Dans le cas, ici, on parle dans le cas d'un circuit fixe. D'accord? Je souligne très bien ici. Ici, notre point de départ, c'est le circuit fixe. D'accord? Alors, bien sûr, cette force-là, c'est la force qui est exercée sur le porteur de charge. Et maintenant, on va essayer de voir le cas général, c'est-à-dire on va voir l'expression générale de cette force-là. D'accord? Alors, bien sûr, Q fois E, c'est le travail de la force qui s'exerce sur Q pour faire un tour complet. Pourquoi? Alors, parce que si je prends ici, donc, E est égal à l'intégrale de E d de L, ça veut dire quoi? Ça veut dire que E est égal donc, à l'intégrale de... Je vais remplacer E par F sur Q d de L. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Q fois E est égal à l'intégrale de F d de L. D'accord? Sur le circuit C. Alors, donc, ce Q fois E, ce n'est que le travail de la force. D'accord? Alors, c'est ça donc notre point de départ qu'on a déduit du circuit fixe. Et on va le généraliser sur la force. D'accord? Vous voyez ici que la force, seulement, c'est une force qui est égale à Q fois E. Mais on va prendre le cas général de la force de Lorentz que vous connaissez très bien. Alors, c'est quoi l'expression de la force dans le cas général? Vous connaissez, donc c'est Q fois E plus V vectoriel B. Donc, dans le cas général, donc l'expression générale, c'est que F. Alors, maintenant, là, on a passé le cas mobile. Donc, quand j'ai un circuit mobile, donc j'ai cette force-là qui est égale à Q facteur de E plus V vectoriel B. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de la force qui s'exerce sur le porteur de charge. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer. Donc, on va essayer de calculer E. D'accord? Donc, E, ça va être égal à quoi? Donc, je vais revenir l'expression qu'on vient de faire ici, Q fois E. D'accord? Donc, je vais simplifier avec Q. Donc, car la force F ici est égale à Q facteur. Donc, je vais simplifier avec Q. Et je vais obtenir E, c'est l'intégrale de quoi? De E plus V vectoriel B d de L.
D'accord? Donc, est égal à quoi? Est égal à l'intégrale, bien sûr, sur le circuit C, de E d de L, plus l'intégrale, bien sûr, sur le circuit C, de V vectoriel P d de L. D'accord? Et comme ça, donc, on obtient la forme générale, d'accord, de l'équation. Bien sûr, d'après la forme intégrale de l'équation, on va remplacer ça. D'accord? On va remplacer ça par moins le flux de B de S pour déduire quoi? Pour déduire l'expression générale de E. Donc maintenant, E est égal. Donc ça, on sait très bien que c'est moins double intégrale de d rond de B sur d rond de T, d de S. D'accord? Sur bien sûr une surface sigma. Cette surface sigma qui s'appuie sur C, d'accord? Et plus, donc l'intégrale sur le circuit C de V vectoriel P T de L. Alors ça, c'est l'expression générale de la force électromotrice, d'accord? Alors maintenant, on va discuter les cas particuliers. Alors, les cas particuliers, ça veut dire pour le circuit fixe maintenant, on sait très bien que V est égal à 0. D'accord? Donc, on va retrouver la loi de Faraday. Comment? Donc, ça va être nul. Donc, on aura eu E, la force électromotrice, est égale à moins d rond de B sur d rond de T, d de S. D'accord? Est égal donc à moins D sur d de T. Donc, de l'intégrale de B d de S. D'accord? Bien sûr, sur sigma. Toujours ici, c'est sur sigma. Sigma qui s'appuie sur C. Et ça, c'est le flux, donc c'est moins d de phi sur dt. Donc, on retrouve l'expression de la loi de Faraday pour le cas d'un circuit qui est fixe. D'accord? Alors, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va essayer de remplacer donc E pour trouver donc l'expression de E en fonction du champ électromoteur qu'on va voir. Donc, E est égal moins d de phi sur d de t. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à moins d sur d de t. Le flux, c'est double intégrale de B d de S sur sigma. Bien sûr, sigma qui s'appuie sur le circuit C. Alors, est égal... Donc, je vais remplacer B par le potentiel vecteur, moins d sur d de t, double intégrale, maintenant du rotationnel de A, d de S. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème de Stokes, d'accord? Sur le rotationnel de A, ça va nous donner quoi? Donc, ça est égal à quoi? Ça est égal à la circulation de A d de L sur C. D'accord? Alors, quand je vais l'introduire dans l'intégrale, j'ai la dérivée, ça veut dire je vais l'introduire dans l'intégrale, je vais obtenir quoi? Donc, l'intégrale de moins d rond de A sur dt, d'accord? Scalaire d de L sur C. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On a trouvé que E, c'est la circulation de ce champ de vecteur là. Donc, à ce champ de vecteur qu'on appelle donc le champ électromoteur de Newman. D'accord? On le note EM est égal à moins d de A sur dt. D'accord? C'est le champ électromoteur. Et bien sûr, E est égal à la circulation de ce champ électromoteur. EM d de L. D'accord? Sur le circuit C.
Donc, si je prends le cas du circuit mobile et B stationnaire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire B stationnaire? Donc, B stationnaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de variation de B dans le temps. Donc, d de B sur d de t égale à 0. D'accord? Elle est nulle. Donc, si je reviens à l'expression de la force électromotrice, donc le terme de moins double intégrale de d de B sur d de t d de s, il va être nul. Il va rester seulement, donc E est égal à l'intégrale de V vectoriel P d de L. D'accord? Et ça, c'est la force électromotrice dans le cas du circuit mobile. D'accord? Voilà, donc c'était tout ce qu'il y a pour cette partie-là. Donc on va continuer par la suite sur les circuits couplés. Donc on s'arrête dans ce point-là pour continuer la prochaine partie.